Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 127. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre linéaire qui va être une suite de l'Exode Call précédent, l'Exode Call numéro 126, où nous avons commencé à étudier la notion de drapeau pour des espaces vectoriels de dimension finie. Ici, nous allons établir un résultat assez important sur les drapeaux, une question d'équivalence. L'énoncé précis du jour est donc le suivant. On a toujours E, un cas espace vectoriel de dimension finie, dimension n. On va considérer deux drapeaux, E0, EN, F0, Fn de E. Je tiens à repréciser que les drapeaux que nous allons étudier, ce seront supposés des drapeaux complets. Nous allons montrer qu'il existe une base E1, En de E et une permutation sigma de Sn telle que pour n'importe quel I, nous avons les I premiers vecteurs de notre base E qui forment une base de EI, ce qui signifie au passage que la base qui est ici est une base adaptée pour le drapeau E0, En. Et à permutation près, les i premiers vecteurs de notre base de E forment également une base de Fi. Et donc ça signifie aussi qu'à permutation près, la base qui est ici est aussi une base adaptée pour le drapeau F0, Fn. Voilà donc l'énoncé de l'exercice que j'avais à la base voulu proposer comme Exode Call numéro 126, sauf que la résolution d'un tel exercice, avec tous les compléments que je voulais apporter, notamment rappel de la notion de drapeau et réexpliquer un petit peu les enjeux de la notion de drapeau, chose que je fais en début d'Exode Call numéro 126, la partie de résolution faisant apparaître ce résultat-là, puis ensuite l'attaque de la résolution de l'exercice en lui-même. Ça me paraissait beaucoup trop long j'ai comme règle plus ou moins interne de me dire je veux pas dépasser l'heure d'enregistrement pour les exode calls et ne pas dépasser la trentaine de minutes pour les enregistrements de petits exode calls. Donc j'essaye de maintenir cette règle, même si c'est pas toujours évident. J'essaie de maintenir cette règle depuis un certain temps, notamment depuis un exercice qui a été assez long à attaquer. C'était un exode call assez ancien où nous avons en fait pour ainsi dire, corriger une partie d'un sujet de concours central il y a quelques années de ça. C'était un exercice autour des probabilités et notamment des questions de loi de Rambacher. Donc un exercice assez long, je ne suis pas mécontent de l'avoir fait, mais j'avoue que faire un enregistrement de 2 heures, c'est épuisant, c'est difficile, surtout que mes enregistrements, ce sont des enregistrements comme ça en continu, sans qu'il y ait de coupure. Donc vous imaginez bien que le cerveau il bouillonne pendant 2 heures et ça c'est vraiment très pénible, très difficile à vraiment gérer. Personnellement, voilà, j'ai eu beaucoup de mal aussi quand même à maintenir la concentration au maximum à travers cette vidéo. Donc je veux éviter de retomber sur des vidéos dans lesquelles je me lance sur des résolutions beaucoup trop longues pour ce que j'aimerais vous proposer. Et donc voilà, tout simplement à cause de ces petites règles, j'ai décidé finalement de scinder l'exercice qui est ici en deux parties et de vous attaquer une première partie en exode call précédent, puis attaquer donc cet exode call à proprement parler aujourd'hui. Je vous mets en lien en description si éventuellement ça vous intéresse l'exode call que je mentionne là, dont l'enregistrement est un peu plus de 2 heures. Donc quand même, c'est pas voilà, c'est pas commun de faire des vidéos de 2 heures de mathématiques comme ça aussi poussées. Mais bref, si ça vous intéresse, vous pourrez toujours jeter un coup d'œil. Je pense que ça peut être tout aussi intéressant pour des gens qui veulent se préparer à des concours et travailler donc des probabilités. Bref, revenons à cet exercice et la notion de drapeau. Donc j'ai déjà développé beaucoup de choses sur la notion de drapeau à travers l'exode call numéro 126. Et bien évidemment, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil à cet exode call avant de regarder cet exode call aujourd'hui. Puisque dans cet exode call numéro 126, vous avez toutes les motivations qui vous amènent à étudier la notion de drapeau, notamment aussi le fait que cette notion puisse apparaître à travers des sujets concours. Donc voilà, par exemple, mais bien sûr, plein d'autres petits résultats que vous connaissez en classe préparatoire qui sont liés à des questions de drapeau. J'y fais mention donc dans cet exode call numéro 126. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et ça vous fait aussi manipuler des premiers résultats. Il y en a un qui est un peu caché, qui n'est pas l'énoncé à proprement parler ici, mais la question par exemple de montrer que quand on a un tel drapeau, la dimension de chacun des espaces vectoriels qui sont en jeu, c'est exactement l'emplacement de cet espace vectoriel. Donc là, la dimension de EI, c'est bien I. Voilà, par exemple, réétablir ce genre de résultat, je pense que ça fait partie des incontournables si on a affaire à un sujet concours qui vous fait manipuler les drapeaux. Bref, voilà, toutes les motivations se trouvent à travers l'exode call numéro 126. Je ne vais pas repasser à travers tout ça. Et donc, je vais notamment utiliser ce résultat assez important, donc de l'exode call numéro 126, pour pouvoir établir ce résultat assez rigolo. Je me permets de mentionner, avant de me lancer dans la résolution, deux choses. La première, c'est que cet exercice
bien sûr, est un exercice qui serait bon d'attaquer plutôt en deuxième année de classe préparatoire, bien qu'on n'a pas besoin d'énormément de prérequis pour attaquer cet exercice. Et c'était la même chose pour l'exotocole numéro 126. En fait, vous pouvez très bien attaquer cet exercice en première année de classe préparatoire. Mais je pense que pour avoir suffisamment de recul sur des manipulations d'espace vectoriel, je conseillerais plutôt d'attaquer cet exercice en deuxième année de classe préparatoire. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un lien, bon, clairement pas direct, et je vais peut-être pas m'amuser à l'expliciter complètement ici, mais il y a un lien assez rigolo avec la saison 3 du point recherche pour cet exercice. En effet, cet exercice, cette question d'avoir des drapeaux qui sont adaptés par rapport à une base donnée et une permutation donnée, eh bien, ce truc-là, c'est lié à la correspondance de Robinson-Shenstedt, qui est donc quelque chose que nous avons étudié donc dans le point recherche et que nous allons continuer à étudier d'ailleurs avec ces généralisations, Robinson-Shenstedt, etc., etc. Bref, ce qui est assez rigolo, c'est en fait c'est un exercice un peu inverse. En fait, on part d'une permutation, on se donne une base dans un espace vectoriel de dimension finie, et en appliquant la correspondance de Robinson-Shenstedt, on est capable de construire deux drapeaux E0EN, F0FN qui vont satisfaire à cette propriété. Donc en fait, c'est un exercice un peu inversé d'appliquer la correspondance de Robinson-Shenstedt. Vous me donnez une permutation, on fait le calcul justement des tableaux de Young là, standard, dont j'ai pu parler. Et en fait, ces tableaux de Young standard encodent la construction des drapeaux E0, EN, F0, FN. Voilà, sans en dire davantage, voilà le lien qu'on pourrait faire avec la correspondance de Robinson-Shenstedt. Je trouve ça assez rigolo à mentionner, donc je voulais vraiment le mentionner ici. Bien, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter concernant cet exercice, donc je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est pas un exercice évident à attaquer, clairement pas, mais ce résultat-là devrait un petit peu vous mettre la puce à l'oreille. En effet, quand vous regardez ce résultat-là et que vous essayez un peu de l'interpréter, vous voyez déjà d'une part que il va y avoir une différence d'au plus une dimension entre ces deux espaces vectoriels, ces intersections que nous avons étudiées donc dans l'exemple précédent. Et nous avons un truc rigolo d'une croissance, hein, et la croissance qui n'était pas si évidente à démontrer, une croissance de ces DIJ, de ces différences. Et vous remarquerez un truc assez rigolo, c'est que, eh bien, si DIJ, alors que je le fasse dans le bon sens, si DIJ vaut 0, ça veut dire alors que DIJ-1 doit valoir également 0, étant donné que ce truc-là doit être une quantité positive. Donc la condition 2 pourrait se réécrire comme DIJ égale 0 implique DIJ-1 égale 0. Et vous pouvez aussi le réécrire dans l'autre sens. Si DIJ-1 égale 1, hein, vous faites juste la contraposée par rapport à la propriété 1. Si vous utilisez la contraposée, vous pouvez écrire que DIJ-1 est égal à 1, ou DIJ est égal à 1, peu importe, implique DIJ égale 1. Vous voyez, donc on a une petite conséquence qui apparaît ici, et on se rend compte que dans ce cas-là, en fait, quand je donne un I fixé, et que je m'amuse à faire le tour des valeurs de J qui vont ici que je ne me plante pas, de 0 à n, donc quand je fais le tour des J avec un I fixé, eh bien, je me rends compte qu'il y a forcément un moment, alors forcément, il va falloir l'expliquer un petit peu, mais il y a forcément un moment où on va monter d'un cran et après, ça sera terminé. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir DI0 qui va valoir 0, et puis si on continue, DI1 qui peut peut-être encore valoir 0, etc. À un moment donné, on va valoir 1, et à partir de ce moment-là, on voudra toujours 1, jusqu'à arriver à DIN qui va valoir 1. Et en pensant comme ça, on peut se dire, ah, mais si on utilise cet incrément, ce moment où on commence à monter d'un cran dans ces DIJ pour un I fixé, est-ce que par hasard, le J associé pour lequel on va augmenter d'un cran nous permettrait pas de construire une permutation qui pourrait éventuellement être la bonne permutation? Et voilà donc l'idée, le point de départ pour pouvoir résoudre cet exercice. Je vais introduire une fonction et on va chercher à démontrer que cette fonction est une permutation et cette fonction va encoder la question d'incrémentation qui va se faire à un moment donné dans notre suite DIJ. Donc voilà, je vais donc considérer, donc on va dire la clé, et en bon français, qui. Donc on va dire qu'ici que, enfin on va définir ici une fonction taux, je vais l'appeler taux, qui à i va associer
le min des j. Alors, je ne suis pas obligé de prendre 0. Pourquoi? Parce que je sais déjà que f0 est de dimension 0. Donc, quoi qu'il arrive, f0, ça veut dire que c'est l'espace engendré par 0. Quoi. Il n'y a que 0 dans f0. Donc, du coup, ces calculs-là de dij va avoir toujours 0. Donc, ça ne m'intéresse pas trop de faire apparaître 0. Mais je peux commencer directement avec j égale 1, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je prends j entre 1 et n. Donc, c'est le min parmi ces valeurs-là, tel que dij est égal à 1. Et donc, c'est exactement ce que je disais. Ça encode le moment où votre suite dij pour i fixé va croître strictement. Et donc, on va chercher à démontrer que cette fonction tau est une permutation. Donc, d'une part, qu'elle est bien définie, et d'autre part, que c'est bien une bijection. Donc, montrons que tau est bien défini et est une bijection. Alors, je tiens à préciser que notre taux est défini pour i appartenant à un n, bien évidemment. Hop. Encore une fois, plus ou moins pour les mêmes raisons. Donc déjà pour la définition de dij, mais aussi pour la question du fait que E0, c'était l'espace nul. Donc il ne va rien se passer pour cet espace nul. Ok, je vous invite à nouveau à faire une petite pause sur la vidéo, maintenant que je vous ai donné cette clé pour résoudre l'exercice. Essayez de démontrer ce résultat-là, puis essayez ensuite de voir le lien entre ce résultat-là et la résolution de l'exercice. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Donc, je vais commencer d'abord par vous démontrer que tau est bien défini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est bien définie? Alors, ça peut plus ou moins dépendre du contexte. Ici, ce que j'entends par montrer que c'est bien défini, c'est s'assurer que le minimum ici est toujours bien défini. Autrement dit, pour qu'un minimum ici puisse exister, il faut s'assurer que l'ensemble qui est ici est non vide. Non vide, et bien sûr, il y a peut-être d'autres propriétés, mais ici, comme c'est un sous-ensemble des entiers naturels, il suffit juste de montrer que cet ensemble est non vide, pour vérifier qu'il y a bien un minimum. Sinon, il faudrait peut-être démontrer d'autres trucs, puisque un minimum pour une fonction sur un tel ensemble donné, c'est pas toujours, ça n'existe pas toujours. Il peut exister un inf, et encore, il faut s'assurer qu'il y a une question de bornitude, mais la question d'avoir un minimum, c'est pas toujours satisfait. Donc voilà, c'est en ce sens-là que j'entends ici bien défini, c'est juste s'assurer que taux de i existe bien, peu importe la valeur de i que vous allez prendre entre 1 et n. Et donc, vérifions-le, et c'est pas très difficile, donc il suffit de vérifier que cet ensemble-là est non vide. Donc, pour montrer que tau est bien défini, c'est équivalent à dire que l'ensemble J1n dij égale 1 est non vide pour tout i entre 1 et n. Et là, c'est pas difficile. En fait, vous pouvez utiliser j égale n et voir que din vaut toujours 1. Donc en effet, si je regarde en particulier ei moins 1 inter fn, fn, comme c'est un drapeau complet, et ça on l'avait étudié donc dans l'exocode numéro 126, je vais rappeler tout de suite le résultat. Vous savez que la dimension de ei c'est i, et la dimension de fj c'est j, et ce pour tout i et j. Donc ça fait partie des petits résultats que nous avons établis dans l'exocode précédent. Et donc ça, c'est un résultat assez important à utiliser. Donc ça veut dire que Fn ici, c'est tout l'espace entier, c'est E. Donc l'espace entier intersecté avec un espace vectoriel quelconque, ça sera toujours l'espace vectoriel quelconque. Donc EI-1. Et ça, c'est strictement inclus, par construction de drapeau, c'est strictement inclus dans EI. EI qui est lui-même l'intersection de EI avec Fn. Et donc, ça veut dire que le DIN, vous voyez que la dimension qui est ici est strictement plus grande que la dimension qui est ici. Comme DIJ ne peut valoir que 0 ou 1, DIN vaut 1. Par conséquent, DIN égale 1. Et ça veut dire alors que notre ensemble, en effet, n'est pas vide. N est bien un élément qui est dans cet ensemble. Terminé, nous venons donc de démontrer que taux de i est bien défini pour n'importe quel i, compris entre 1 et n, ce qui signifie que cette fonction-là est bien définie. On est content. Maintenant, on veut démontrer que taux est une bijection. Donc c'est là la grosse difficulté de l'exercice.
Montrons que taux est une bijection. Pour montrer que taux est une bijection, étant donné qu'on va de 1n vers 1n, donc c'est-à-dire là, on a une fonction entre des ensembles de cardinales finis et de même cardinal. Donc ça veut dire que il suffit de montrer soit que c'est une injection, soit que c'est une surjection. On va ici se contenter de montrer que c'est une injection. Donc, pour montrer que taux est bijective, il suffit de montrer que taux est injective. Et donc là, vous utilisez bêtement la définition d'injectivité. Donc vous partez du fait que vous avez deux indices, disons P et L. Vous pouvez supposer au préalable que P est strictement plus petit que L, si vous voulez, tel que vous avez taux de P qui est égal à taux de L. Et vous pouvez supposer a priori distinct, hein, si vous voulez, la valeur de P et de L au tout départ, et voir qu'à la fin, ça ne peut pas être distinct. C'est un peu bébête de faire ce genre de choses, mais ça peut être sympa juste de se dire mentalement que c'est comme ça qu'il faut penser l'injectivité. En tout cas, dans cet exercice. Donc, soit P et L, deux éléments dans un N. On peut supposer, quitte à échanger le rôle de P et L, on peut supposer que P est plus petit ou égal à L. Si vous voulez, là, je mets plus petit ou égal, comme ça, on ne va pas s'embêter, ça pourrait être égal. Et donc, à la fin, je n'aurai pas une question de contradiction, ça m'amènerait à pouvoir dire que P égale L. Donc, tel que taux de P est égal à taux de L. Et donc là, notre but du jeu, ça va être de démontrer que P égale L. Si on arrive à montrer ça, eh bien, on aura terminé, on aura réussi à montrer que taux est bien une injection. Alors maintenant, il suffit de décortiquer ce que ça signifie que taux de P égale taux de L. Très bien, alors si vous voulez, on peut lui donner un nom à ce résultat, on va l'appeler J, juste pour simplifier un peu les choses. Ou même peut-être J0. Hop, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dPJ0 et dLJ0 valent tous deux 1. Donc si je traduis ce que ça signifie, dPJ0 égale dLJ0 égale 1. Mais pas que. Pas que. Parce que c'est la plus petite valeur pour laquelle dIJ vaut 1. Donc dPJ vaut 1 ou dLJ vaut 1. Donc ça signifie que si je change J0 par quelque chose qui est strictement plus petit que J0, j'obtiens 0. Donc autrement dit, ici, pour tout J inférieur strict à J0, nous avons dPJ qui est égal à dLJ qui est égal à 0. Ok. Et donc vous pouvez penser en particulier ce qui se passe pour J0 moins 1, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et J0 moins 1, il n'y a pas de problème non plus par rapport à la valeur de l'indice, puisque J ou J0, peu importe, doit être une valeur comprise entre 1 et n. Donc vous pouvez très bien faire J0 moins 1 en particulier, et J0 moins 1, au pire, ça vaudra 0. Donc il n'y a pas de souci, on peut très bien remplacer par ce qu'on veut. Ok, alors si on commence à interpréter un peu plus ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est donc que quand vous passez de EL, disons EL-1, FJ0-1, à EL, FJ0-1, donc si vous regardez celui-là, vous allez avoir 0, mais si vous regardez le suivant, donc... alors que je fasse pas de bêtises. Oui, donc si je fais FJ0-1, ça fera 0, mais si je fais FJ0, ben là, ça fera exactement 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois pouvoir trouver un vecteur, donc je vais l'écrire, et je vais d'abord effacer une partie du tableau. Hop. Bon, j'ai effacé la définition de taux, mais c'est pas très grave. Hop. Voilà. Tac. Donc là, il faut vraiment juste bien interpréter ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit pouvoir trouver un vecteur qui va appartenir à EP. Donc, je vais interpréter d'abord ce qui se passe pour P.
Donc je sais qu'il va exister un vecteur x qui devrait apparaître dans EP, mais pas dans EP-1. Ah. Et vous allez voir que le raisonnement est assez similaire à ce qui se passait ici, dans la résolution de l'exotocole numéro 126. Donc c'est pour ça aussi que ça pouvait être utile de jeter un coup d'œil à cet exercice pour avoir des idées sur comment attaquer l'exercice ici en question, donc 127. Donc nous avons l'existence d'un x qui appartient à EP sauf EP-1, puisque vous savez que dPj0, ça fait la différence ici, ça fait 1. Donc ça veut dire que vous avez l'existence d'un vecteur là-dedans qui n'est pas là-dedans, puisque vous avez une augmentation de dimension 1, qui lui-même n'est pas dans fj0-1, mais qui est dans fj. Donc, tel que vous savez que x est dans fj0, mais pas dans fj0-1. OK. Et puis, vous avez la même chose pour L. Il existe un y dans EL moins EL moins 1, tel que, pareil, y appartient à fj0 moins fj0 moins 1. OK. Alors, je vais faire un petit schéma. Je pense que ça pourra aider un petit peu à bien saisir ce qui se passe. Le petit schéma, c'est donc le suivant que je vais faire. Je fasse un peu. Je vais essayer de garder la ligne qui est ici. Hop. Voilà. Alors avant de faire le schéma, je veux juste faire une petite remarque. Étant donné que la dimension entre fj0 et fj0-1, c'est une différence de 1, et là vous êtes en train d'ajouter un vecteur x ou un vecteur y, vous vous rendrez compte très vite que en fait il y a un lien de linéarité qui pourrait être en jeu entre x et y et l'espace vectoriel fj0-1. Donc autrement dit, je vais l'écrire maintenant. Fj0, c'est vect, vous l'écrire comme vect de fj0-1 avec x, mais vous pouvez aussi l'écrire comme vect de fj0-1 avec y. Donc c'est ça la question de linéarité que je veux mettre en avant, c'est vous avez un lien entre ces deux affaires-là, ce qui peut être un peu surprenant, mais quand même, c'est important de le mentionner ici. Bon, alors maintenant que j'ai fait ça, je veux faire un petit schéma. Alors je veux utiliser le fait que L est plus grand que P, donc je vais dessiner la chose suivante. J'ai EL inter FJ0. Ça, je sais que ça contient EL-1 inter FJ0, qui contient, qui contient EP inter FJ0, qui contient... J'ai mis des stricts, mais il n'y a pas forcément de stricts. Faut qu'on voit les endroits où il y a des stricts. Pour l'instant, je n'ai pas encore dit vraiment s'il y a des stricts. EP-1 inter FJ0. Et je vais faire la même chose en dessous. Ça contient également EL inter FJ0-1. Contient EL-1 inter FJ. C'est là où vous voyez quand même l'intérêt de bien comprendre la manipulation des drapeaux. Vous voyez que là, je suis en train de faire d'autres drapeaux liés aux deux drapeaux qui sont donnés, la E0EN et F0FN. Donc nous avons ceci, clac, encore une fois, je ne sais pas encore si c'est distinct, clac, EP inter F J0-1, et ici, E, que je fasse pas de bêtises, P-1 inter F J0-1. Là. Donc voilà, là je viens de schématiser un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que, ok, il existe un Y qui appartient à EL, mais pas EL-1, et qui appartient à FJ0, mais pas FJ0-1. Donc là, en fait, le Y en question nous permet d'assurer que nous avons ici des inégalités strictes, donc des inclusions strictes, puisque là, il y a un Y qui va apparaître pour faire agrandir la dimension des espaces vectoriels qui sont en jeu. Et ça va être un peu la même chose. Ici, nous avons des inclusions strictes, X et X, qui doivent apparaître de part et d'autre, plus ou moins à cause de la même chose, puisque nous avons l'existence d'un X qui vérifie les propriétés demandées, ou d'un Y vérifiant les propriétés demandées. Bon, très bien. Ok. Alors maintenant qu'on en est là, en fait, il faut montrer que on ne peut pas avoir ça.
Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux inclusions strictes qui se succèdent comme je viens de l'écrire ici. Alors, comment on peut expliquer pourquoi on ne peut pas avoir deux inclusions strictes? Alors l'idée, ça serait de partir du fait que EL inter FJ0, on peut le réinterpréter d'une autre manière en utilisant les vecteurs Y et X qui sont en jeu. Je vais écrire, ne vous en faites pas. Donc je pars de EL inter FJ0. Et je me rends compte que ce truc-là, c'est la même chose que vect de EL-1 inter FJ0 avec Y. Sauf que je sais que Y a un lien assez important avec X, étant donné qu'avec FJ0-1, ils engendrent le même espace vectoriel. Eh bien, à cause de cette propriété-là, on peut affirmer la chose suivante. Il va exister une paire alpha-bêta d'éléments du corps qui sont pas tous les deux nuls. Et même, je pourrais peut-être être un peu plus précis en disant que ni alpha ni bêta n'est nul. En fait, il y a vraiment, on peut même être un peu plus précis. Je vais le faire maintenant, tel que, eh bien, on a alpha x plus bêta y qui doit être dans fj0-1. Alors, pour le démontrer, c'est pas difficile. Utilisez la propriété que la famille, une fois que vous allez ajouter x et y en même temps, va former une famille liée. Et comme c'est une famille liée, alors si vous avez le alpha qui est devant le x qui vaut 0, bah, ça veut dire que votre famille y avec une base de fj0-1, bah, ça veut dire que ça serait une famille qui ne serait pas malheureusement libre, donc il y a un problème, puisque ça doit former une base de l'espace fj0, donc c'est mort. Et puis pareil, hein, la constante devant y doit être non nulle, sinon vous aurez un problème avec la liberté de la famille, la base que vous auriez pris pour fj0-1 avec x. Et puis une fois que vous avez ça, bah, vous réécrivez la combinaison autrement en ayant un truc devant x plus un truc devant y égale une expression dépendant des vecteurs dans fj0-1. Donc c'est pas très difficile d'aboutir à ça. Voilà. Et puis un autre truc qui est assez rigolo à constater, c'est que bah, vous savez qu'il y a quand même une inclusion entre les espaces vectoriels. Donc vous savez que EL contient, alors je vais essayer de le faire dans le bon sens. Je rappelle que P était supposé plus petit que L, donc L contient EP. Voilà, c'est ça. Et vous savez déjà que dans EP, il y a X. Donc ça veut dire alors que notre espace ici, bah, je peux le réécrire comme vect. Donc oui, à cause de cette inclusion et du fait que x apparaît dans cet espace-là, vous savez que ce alpha x plus bêta y, il est aussi dans EP. C'est ça que j'aimerais dire ici. Donc, laissez-moi l'écrire correctement. Donc oui, à cause de ça, je veux ici dire que alpha x plus bêta y est également dans EP, puisque x appartient à EP et appartient aussi à fj0, donc bah voilà, on arrive à la conclusion ici. Ok. Car x appartient à EP. Voilà, très bien. Donc, on en arrive alors au fait que vect de EL-1 inter fj0 avec y, c'est la même chose que vect de EL-1 inter fj0 avec x. Donc là, vous pouvez vraiment rééchanger le rôle des deux, en fait, de la variable x et de la variable y, exactement grâce à la propriété qui est ici et que j'ai réécrit un petit peu différemment ici. Et par conséquent, bah, en fait, le x, vous savez déjà, si P est strictement, donc là, c'est là où il faut quand même une stricte inégalité, donc si vous avez, je vais l'écrire quelque part, si P est strictement plus petit que L, donc si vous avez ça, vous pouvez affirmer alors que x appartient à EL-1. Et donc, bah, si x appartient à EL-1 et appartient à FJ0, bah, ça veut dire qu'en fait, ce vecteur-là, c'est exactement EL-1 inter FJ0. Et là, bah, problème, vous arrivez à une contradiction, puisque vous avez demandé pourtant à ce qu'il y ait une inclusion stricte entre ces deux espaces vectoriels. Et là, vous arrivez finalement à une égalité. Donc, contradiction. Et en fait, la contradiction, elle vient de l'hypothèse que j'ai émise ici, de dire que P était inférieur strict à L. Donc,
P est égal à L. Et par conséquent, je viens de démontrer que taux est bien une injection, et donc par conséquent une bijection de un n vers un n, ce qui signifie qu'on a bien affaire à une permutation. D'où taux dans Sn. Ok, super. Alors maintenant, je vais effacer un petit peu tout ce que je viens de faire et on va pouvoir conclure le résultat demandé. Car en effet, la permutation taux, elle n'est pas sans lien avec la permutation sigma de l'énoncé. Alors grâce à ce qu'on vient de démontrer, on peut affirmer alors que pour tout i, parce qu'on vient de démontrer, pour tout i dans un n, eh bien, il existe EI appartenant à EI inter F taux de I tel que EI n'est ni dans EI-1 et EI n'est pas non plus dans F taux I-1. En effet, si vous réfléchissez un petit peu à ce qu'on aura alors démontré, c'est que oui, on a là une bijection donnée par ce taux qui nous dit que le premier moment où on va avoir une incrémentation qui va se faire, c'est quand J égale taux de I. Donc c'est le premier moment où on va valoir 1. Et dans ce cas-là, bah, vous savez déjà que vous avez bien en effet l'existence d'un EI qui n'est pas dans I-1, ça c'est un peu évident par la construction de drapeau, d'accord. Mais à cause de la permutation taux I, vous savez que si vous aviez changé le J par une autre valeur, vous n'aurez pas l'apparition du vecteur EI qui était apparu arrivé à taux I. Donc ça veut dire que dans les espaces vectoriels plus petits, d'un indice plus petit que taux I, strictement, vous n'avez pas l'apparition du vecteur EI. Donc on arrive alors à cette petite propriété assez rigolote, et maintenant que j'ai cette petite propriété rigolote, je peux affirmer alors que la famille formée de ces EI, donc en considérant E1, EN, la famille formée de ces vecteurs, on a bien d'une part E1, EI qui forme une base de EI pour tout I, et ça c'est assez évident parce que vous avez une famille qui est adaptée par rapport au drapeau. À chaque étape, vous êtes en train d'ajouter un nouveau vecteur qui n'est pas linéairement, qui est, j'allais dire, qui n'est pas linéairement dépendant, c'est comme ça qu'il faut que je le dise, donc qui est linéairement indépendant des autres vecteurs qui sont en jeu, étant donné que les autres vecteurs sont dans l'espace vectoriel plus petit strict. Pensez encore une fois, j'en ai parlé déjà à l'exode call précédent, pensez encore une fois à la trigonalisation, c'est exactement la même idée ici. Donc vous avez ça, et de plus, vous avez aussi que E1, EI est une base de F tau I. Encore une fois pour tout I. Exactement pour les mêmes raisons. Et donc, bah, si on réfléchit un petit peu à ce qu'on vient de réussir à établir, eh bien, on a alors... est-ce que j'ai fait... Je réfléchis juste, est-ce que j'ai fait une bêtise? Donc E1... Ouais, alors faut peut-être pas que je l'écrive exactement de cette manière-là, parce que le problème c'est que taux I n'est pas forcément croissante, parce que si elle était croissante, ça serait automatiquement l'identité, donc ça n'aurait pas forcément d'intérêt, et là je suis en train d'affirmer que f taux I est de dimension supérieure ou égale à I, ce qui a l'air de sous-entendre que le taux, ça serait une fonction, donc c'est pas ça que je veux dire ici, je suis désolé, je corrige. Donc si je veux le faire proprement, ce qu'il faut c'est que dans F1, je prends E taux moins 1 de 1, ça, je sais qu'il va être dedans. Puis après, je peux faire, pour F2, je prends F
taux moins 1 de 2, et je sais déjà que f taux moins 1 de 1 est dedans, etc. Donc je pense que ce sera plus clair écrit comme ça, parce que sinon, je risque d'écrire une petite bêtise. Je viens de m'en rendre compte ici. Donc taux moins 1 de 1, jusqu'à ici, taux moins 1 de i, qui forme une base de f, i. Là, c'est vraiment histoire de s'assurer qu'à chaque étape, je suis bien en train d'ajouter un nouveau vecteur qui va former une base. Et donc là, vous voyez directement le lien avec la permutation sigma. Pensez à poser donc sigma égale taux moins 1 pour conclure. Donc, sigma égale taux moins 1 convient, étant donné que, bien sûr, taux est une permutation, donc inversible, et donc son inverse est également une permutation. Ceci conclut alors l'exercice. Et donc la résolution de cet exercice. Voilà, je trouve que c'est un très joli résultat, pas si évident à mettre en place. À mon avis, il y a peut-être d'autres moyens de résoudre cet exercice, probablement en faisant bien attention à l'utilisation des théorèmes du rang ou deux, trois subtilités telles que le théorème de dimension, des 4 dimensions ou de Graspan. Bref, il y aurait peut-être d'autres façons d'écrire ce que j'ai écrit ici, mais je me suis dit que ici, vous proposez une manipulation vraiment élémentaire des vecteurs qui sont en jeu. Ça vous permet de bien comprendre qu'est-ce qui se passe et de mieux comprendre aussi les inclusions qui sont en jeu. Je pense, ouais, c'est probablement pas si évident que ça, parce que comme on l'a vu déjà dans l'exemple numéro 126, dans cet exercice-là, on avait déjà vu que l'utilisation du théorème des 4 dimensions, en soi, n'était pas si évidente à faire si on voulait démontrer ces résultats-là. En tout cas, j'ai pas pu réussir à vous proposer une résolution passant par là. À mon avis, ça doit exister, mais c'est pas si évident à mettre en place. Et donc, j'ai préféré vous proposer une résolution qui vraiment manipule les éléments directement des espaces vectoriels. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, juste d'un point de vue mathématique pur. Et là, j'ai refait un peu pareil. Quand je vous ai montré que taux est bien une bijection, j'ai dû, encore une fois, jouer avec la structure de drapeau et jouer avec les éléments que je choisis dans mes espaces vectoriels qui sont en jeu. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce type de résolution en main et de voir aussi comment on manipule, encore une fois, les espaces vectoriels et tout le tralala. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter concernant cet exercice. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice et à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!